Smart. Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux de vous retrouver après cette courte pause. On parle du leadership, ça c'est un débat presque philosophique. C'est quoi être un leader? Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un bon leader? Parce que certains se considèrent être un excellent leader, et puis les collaborateurs disent bah non, il n'est pas terrible, il est un peu autoritaire, il est dur avec nous, et pourtant lui se sent être un excellent leader. On va en parler aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ces leaders sont évidemment traversés, transformés par la crise Covid. Et il y a des études qui sortent qui indiquent que ces leaders sont à la fois en train de se transformer et puis que les collaborateurs attendent autre chose de leur leader, de l'humanité, plus de vision, peut-être moins d'autoritarisme. Ça, c'est un vrai sujet évidemment dans cette hiérarchie très verticale. On va en parler avec mes invités, des acteurs qui étudient de leur fenêtre ce sujet. D'abord, avec moi, Marie Imblot-Ferrero. Bonjour, merci de revenir sur ce plateau. Associée et directrice générale du BCG, le Boston Consulting Group, avec cette étude que vous avez sous le bras, qui est sortie, je crois, le 4 février dernier, elle a un mois. Un bon leader d'entreprise est visionnaire, mais aussi humain. On va la détailler, parce que ça donne un peu un portrait robot un peu différent de ce qu'on avait pour habitude de donner comme définition au leader. Didier Pitlet est avec nous. Merci de revenir, parce que quelque part, vous savez, vous vous sentiez bien, hein, vous êtes revenu, vous êtes dit, tiens, on va revenir. Merci à vous. Fondateur de la maison Enoch Consulting, Moonpress, et président du cercle du leadership. Donc ça, c'est un sujet que vous maîtrisez. Et la révolution du nom, c'est votre dernier livre. Oui. Et vous êtes passionné de cette question du leadership. Voilà, vous en parlez avec passion, oui. à travers aussi toutes vos expériences professionnelles précédentes. Et puis, avec nous, Jean Moreau. Bonjour Jean. Bonjour. Fondateur de Phoenix. Alors, Phoenix, c'est une très belle boîte. Et évidemment, c'est à vous que je poserai la première question, parce que vous avez reçu beaucoup de prix en recyclage alimentaire pour éviter que tout ça parte à la benne. Un vrai travail autour de l'écologie concrète, réelle. Est-ce que vous vous sentez être un leader? Parce que les entreprises qu'on reçoit, notamment de votre profil, qui travaillent sur les questions d'écologie, d'obsolescence programmée, qui inventent des nouveaux modèles, souvent quand je les interroge, elles me disent je ne me sens pas vraiment patron en fait. Elles inventent autre chose. Et pourtant, vous êtes patron, vous êtes à la tête d'une entreprise. Est-ce que vous vous sentez leader? Alors, je suis d'accord avec la remarque qui a été faite. Je pense qu'on nous, on est 200 chez Phoenix. Donc il y a forcément quelque part des qualités de leadership. Oui, c'est une belle entreprise. Peut-être issu de l'enfance. Moi, j'étais l'aîné d'une famille de 4 enfants. Donc il y a peut-être un héritage à ce point de vue-là. Mais après, ce qui a été dit est très vrai. C'est-à-dire que nous, dans ce qu'on essaie de construire, dans les entreprises, notamment celles qui sont à impact positif, donc comme Phoenix, qui sauvent les invendus de la poubelle, on essaie de montrer qu'il y a une autre forme de management qui émerge, plus par le sens, par la transparence, par une vision plus horizontale du management et moins verticale, moins dirigiste, plus en coach qu'en chef. Et donc c'est cette posture-là qu'on adopte de plus en plus. C'est votre posture. C'est ma posture à moi. En tout cas. Juste, et on va donner la parole aux experts, parce que vous avez un regard d'expertise sur ce sujet, mais dans le quotidien, parce que c'est vrai que moi, manager, c'est un mot comme ça qui vient un peu me heurter. Je me dis, mais c'est quoi un manager? C'est quoi un leader? Ça se joue très concrètement dans la façon dont vous vous exprimez, parce que souvent les collaborateurs disent on me parle mal, on me donne des ordres que je ne comprends pas, c'est souvent un peu incohérent ce qu'on me dit. Comment vous faites? Alors moi je viens d'un milieu qui était plus traditionnel, puisque j'ai commencé ma carrière en banque d'affaires. J'ai fait 5 ans en fusion-acquisition chez Merrill Lynch, une banque américaine. Donc dans la caricature de ce qui peut être vous avez renversé la table, un peu violent en tout cas, ou un peu justement un peu exigeant et très, très, très à l'ancienne. Et du coup je pense que j'ai renversé un peu le pendule de l'autre côté pour avoir un management plus... déjà je suis accessible au quotidien. Je ne suis pas dans une tour d'ivoire, dans un bureau fermé. J'essaie d'être... le PDG avec la terrasse en train de prendre un verre qu'on ne peut pas déranger. Et parfois ça pose une question, hein. Quand on est trop accessible, il faut trouver la bonne posture. Et la bonne distance. Créer un peu de distance aussi. Donc parfois on achoppe là-dessus, et plus la boîte grossit, plus c'est difficile de trouver le bon dosage entre proximité, sympathie, et puis créer un peu une forme de respect. Et puis après on a essayé de préparer, d'avoir un coup d'avance. C'est ça le rôle de leader pour moi, c'est de préparer le futur, c'est-à-dire la stratégie, le financement, les prochains recrutements clés, et c'est là-dessus qu'on se fait sa légitimité. Didier Pitlet, la définition du mot leader, alors peut-être pas le leader des années 80, mais le leader de février 2020, juste avant le confinement. Puis là, il y a le nouveau leader qui est en train de se dessiner, et on va en parler avec le BCG. Il doit changer, ou il a changé? Est-ce qu'il doit changer, ce leader? Alors, il doit changer effectivement. Maintenant, juste peut-être une toute petite aparté, parce que Jean est quelqu'un de très humble.
le mois dernier, il a reçu le prix du leadership Espoir. Espoir, absolument. Qui, depuis 12 ans, récompense de très belles personnalités. Je suis très heureux de le retrouver. Je crois qu'effectivement, le leader, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un job, c'est quelque chose qui se démarque réellement par la personnalité. Pourquoi ? Parce que ça s'appuie sur les croyances de la personne. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? Et l'étude du BCG va le confirmer, effectivement, c'est qu'on attend d'un leader qu'il partage à la fois ses émotions, qu'il partage à la fois ses envies. C'est pas c'est pas une reconnaissance statutaire, le leadership. Contrairement à ce que certains dirigeants qui peuvent être des dirigeants du CAC 40 ne sont pas des leaders. C'est intéressant de l'entendre. Mais bien sûr, ils n'ont pas cette empathie humaine. Or, la vraie différence... C'est très psychologique ce que vous dites. Hein. Ça vient du ventre, hein, ça part... C'est très psychologique, mais un leader, il est aligné tête, cœur, trip. C'est fondamental. Et un leader, il ne se caractérise pas uniquement par le résultat financier. C'est important dans une entreprise, bien évidemment. Mais il se caractérise aussi par sa capacité à entraîner les gens. Un vrai leader, c'est celui qui révèle l'autre. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques humains aussi. C'est-à-dire... il y a un peu de cynisme chez le leader ou pas ? Allez. Alors, un vrai leader, dans l'absolu, il n'y a pas de cynisme. Un vrai leader. Attention, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que le leadership, il s'inscrit dans l'authenticité. Le maître mot de l'époque qui est en train de tout bouleverser, c'est l'authenticité. Pourquoi ? Et la transparence, qui est l'autre mot très moderne. Bien évidemment. Transparence totale. Mais bien évidemment. Moi, je sais que je parle de plus en plus de leadership spirituel. Vous voyez qu'on arrive, on descend. Ça revient à ce que vous nous disiez, je n'ai pas voulu reprendre, mais je suis à la tête d'une famille de 4 enfants, c'était moi le chef au départ, j'étais le plus grand, donc c'est vous qui tiriez un peu les locaux. Tout ça a du sens aussi dans ce que vous apportez aujourd'hui dans l'entreprise. Marie Humbelot-Ferrero, c'est important cette étude du BCG parce que le leadership spirituel, l'implication personnelle, et là dans l'étude, il y a quand même une question fondamentale que vous posez. Est-ce qu'on est leader ? Est-ce que c'est une vocation ? C'est d'ailleurs un des titres de notre émission. Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on acquiert ? On va voir les chiffres, c'est assez particulier, parce qu'il y a 64% qui disent globalement on peut un peu l'acquérir, puis 24% qui disent on peut l'acquérir totalement, on peut se faire une formation. Alors moi je suis allé voir, j'ai pas vu de formation de leader, ça n'existe pas. Dans les centres de formation, on ne vous forme pas à devenir un leader. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ceux qui sont interrogés aujourd'hui pour dessiner ce portrait robot du leader, je dirais, post-Covid ? Alors, ce qu'ils souhaitent, nous, la manière dont on définit un leader, c'est à partir de 3 types de qualités. Les qualités stratégiques, les qualités humaines et les qualités opérationnelles. La tête, le cœur et les mains. Il y avait les tripes, chez Didier, mais bon... Et en fait, ce qu'on apprend dans les écoles, ce qu'on a tous appris, c'est la tête, la stratégie, la vision, qu'est-ce qu'il faut faire, les priorités, le marché. Classique. Les mains, l'opérationnel, on est tous à peu près bons à se dire quel est le plan d'exécution, le plan d'implémentation, tout ça c'est très analytique. Et ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement le cœur. Les tripes et le cœur. Et ce dont on se rend compte dans cette étude, c'est que de manière assez frappante, il y a un plébiscite de ces qualités du cœur. 37% demandent de la considération. Vient ensuite l'empathie, l'écoute, le développement. Et considération en 1. Exactement. Et ce qui arrive en tout dernier, à 14%, c'est le focus client. Donc on voit un espèce de grand écart entre la stratégie et ses qualités humaines. Alors, moi, personnellement, je pense qu'un leader doit avoir ses capacités stratégiques, évidemment. C'est sa boîte à outils de base. C'est sa boîte à outils de base, c'est sa boîte à outils que de savoir planifier. C'est ce que vous disiez, il faut savoir donner une vision, savoir où on veut aller, savoir comment on veut y aller. Mais quand on se place de la perspective du collaborateur, lui, il fait confiance à son leader là-dessus, mais il a besoin de cette authenticité et de cette considération pour ce qu'il est, ce qu'il apporte, pas seulement pour ce qu'il fait. Et en fait, cette considération va aussi le libérer dans ce qu'il va apporter à l'entreprise. Mais juge Jean Moreau, je ne sais pas pour faire revenir à l'actualité, mais j'ai un patron que je trouvais d'une certaine manière charismatique, vous savez de qui je parle, qui est le patron de Danone, qui portait une vision, qui avait une forme de charisme naturel, dans une sorte d'attitude très particulière pour un patron d'une si grande entreprise, et puis qui se retrouve débarqué, c'est-à-dire dans un premier temps il devient président, et puis 15 jours après on lui dit « faites vos cartons, c'est fini, on s'en va ». Ça a dû vous choquer parce que finalement c'est cette personnalité de ce patron de Danone,
il inspirait, il était inspirant pour des gens comme vous. Absolument. Donc moi, Et on lui dit, vous n'êtes pas dans le profil de la boîte. Moi, je l'apporte tout mon soutien. Je suis évidemment déçu de ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé. Surtout que c'est quelqu'un qui a, déjà pour être parfaitement transparent, il a investi chez Phoenix, donc Danone est actionnaire de Phoenix, actionnaire minoritaire, mais donc il portait cette vision-là, il incarnait vraiment une autre façon de faire du business. Il l'a porté au CAC 40, ce qui est assez rare. Danone était la première entreprise à mission, très incarnée par lui, avec un discours que tout le monde a vu à HEC en 2016. Absolument. Après, je pense qu'il y avait deux sujets. Il y avait un sujet de comment on place le curseur entre la performance RSE extra-financière et la performance financière, et puis il y avait des enjeux de management et de gouvernance en interne qui étaient pas simple, visiblement. Vous voyez qu'on revient sur un débat. On revient sur l'humain, et comment on fait vivre ensemble une équipe et comment on essaie d'aligner les intérêts des uns et des autres. Pour être précis, ça veut dire que c'est pas parce qu'un leader porte quelque chose de très fort, une vision très forte, qu'elle arrive finalement à percoler jusqu'en bas et que tous les managers ne sont pas forcément engagés. C'est ce que vous voulez évoquer pour Danone, par exemple? Oui, c'est ça. Ça collait pas? En tout cas, il faut arriver à aligner les intérêts. Moi, c'est la principale règle que je retiens de toutes mes années d'entrepreneuriat et de banque d'affaires. D'ailleurs, c'est aligner les intérêts entre les différentes parties prenantes, les managers, les employés, les clients, les actionnaires, les financeurs. C'est un boulot, c'est le rôle du chef d'orchestre, du leader, mais c'est pas simple à faire au quotidien. Juste Didier Pitlet, on voit que la boîte du CAC 40, Danone, pour ne pas le citer, débarque son PDG parce qu'il n'est finalement pas dans les... Il n'a pas apporté la satisfaction financière, puisque c'est l'argument utilisé. Est-ce que cette question du leader, du bon leader qui travaille sur ces trois axes, ça marche dans des boîtes moyennes, c'est-à-dire des entreprises qui sont un peu de la taille, et c'est déjà une très belle entreprise, de 200, 300 salariés. Au-delà, le leader commence à s'éloigner de plus en plus de ses bases, il ne peut pas être sur tous les sites, il ne peut pas être partout. Comment ça se passe, ça? Comment on irradie finalement tout le monde, alors que l'entreprise est très grosse? Ça renvoie à la raison d'être même du leader, alors qu'il soit salarié ou fondateur. À savoir, sa raison d'être, c'est d'être le gardien de la culture de l'entreprise. Et dès lors qu'il est le gardien de la culture de l'entreprise, il doit aussi éduquer ses actionnaires. Et le cas de Danone nous offre un cas assez intéressant, c'est quid de la responsabilité des actionnaires par rapport à la culture. J'allais venir. Et ça, c'est effectivement un vrai défi. Beaucoup de fonds, beaucoup d'actionnaires ils vont être obligés dans les années à venir à revoir leur copie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on va remettre... Par la force des choses. Et bien évidemment, car on va évoluer de plus en plus. Ce qui se passe chez Danone est un vrai choc. Pourquoi? Car n'oublions pas, c'était la première entreprise sur Antoine Riboud à avoir créé le double contrat économique et social. C'est Riboud qui avait démarré. Exactement, et ça remonte aux années 70. Ça fait très en avance. Il ne faut pas l'oublier, et très en avance. Et là, d'un seul coup, on a un principe de réalité qui s'impose, dont, à mon avis, sur lequel ils vont devoir revenir. Et je pense que l'équipe dirigeante à venir, elle a du travail à faire sur la culture même de Danone. Marie-Humblot Ferrero, il y a les enjeux financiers, c'est-à-dire que les investisseurs qui mettent de l'argent veulent des rentabilités à court terme. Mais moi, j'entends Jean Moreau, qui est le coprésident du mouvement Impact France, qui est un mouvement aussi qui réfléchit avec les acteurs économiques sur l'impact social et écologique. Et c'est parfois orthogonal avec des rentabilités financières à court terme. Comment on règle cette question? Ça marche que dans les entreprises familiales, patrimoniales, ou c'est pas possible. Il y a bien les investisseurs et il faut les éduquer. C'est une question, c'est une très bonne question et c'est pas une question facile parce que c'est une histoire d'équilibre et moi j'aime bien ce que vous dites, c'est-à-dire que l'aspect financier il est important, sans une performance économique et financière, l'entreprise ne peut pas exister sur le long terme et on se rend compte ces dernières années et certaines entreprises de type familial ont mis en avant ces éléments plus vite que d'autres qui sont l'aspect social, humain et puis l'aspect sociétal, environnemental. Et en fait, il va falloir trouver un équilibre. Moi, j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment le choix. L'aspect économique, il est essentiel, mais l'aspect humain et sociétal, compte tenu de la demande de l'ensemble des générations, elle est importante parce que ce que dit notre étude aussi, ça c'était un autre enseignement majeur, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les demandes et dans les attentes entre générations. C'est une étude sur 4 pays européens. Il n'y a pas de différence. Moi, j'avoue que je pensais peut-être que les plus jeunes, on en parle beaucoup, des plus jeunes auraient des attentes plus fortes sur ces aspects humains. Vous avez raison. Peut-être pas du tout. Ça, c'est assez nouveau d'ailleurs, ça, c'est vrai. Et donc, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, je ne peux pas préciser, et France. Et donc, il va falloir trouver des solutions, réfléchir à comment est-ce qu'on allie l'ensemble de ces... Didier Pittet, je vous donne la parole, mais vous, l'acteur, à la tête d'une entreprise, qui a une vision, qui sait où il va, alors il y a la plateforme, on le dira à la fin de l'émission, parce que c'est intéressant, c'est une des briques de votre entreprise Phoenix, mais vous vous projetez, vous avez besoin d'argent, vous allez chercher de l'argent.
Comment vous faites de la Alors, nous, pédagogie? on a la chance de... Enfin, Vous vivez sans financiers qui viennent... Non, malheureusement, on a des finances au capital. Mais moi, le message, c'est que dans les entreprises comme Phoenix, on n'est pas les seuls. Celles qui sont dans ce qu'on appelle la tech for good, donc la technologie à impact positif ou l'impact, on essaie de prouver justement qu'il n'y a plus de dichotomie entre les ONG et puis le grand capital, et qu'on peut commencer à marcher sur deux jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, qui n'a rien à envier à un Doctolib ou à un Blablacar, et puis une jambe impact social, environnemental fort, et que de plus en plus, c'est d'ailleurs une tendance de fond, et il y a des fonds qu'on appelle ISR, socialement responsables, bien sûr. des fonds d'impact investing, de finance impact, qui lèvent non pas des millions, mais des milliards d'euros. Et je pense que ces critères-là vont et ça fait basculer. Et que dorénavant, on pourra avoir un alignement entre des entreprises à mission, des financiers qui attendent autre chose qu'un retour purement héroïste, et puis des managers et des salariés qui ont envie de se mettre... Vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous vous sentez leader ou pas? Ou est-ce que l'argument que vous utilisez par le CV que vous nous avez évoqué sur ce plateau, vous venez de la banque, est-ce que ça rassure aussi? Parce que certains disent ce sont des oiseaux qui inventent des trucs. Vous avez quand même un pied, j'irais, dans la structure bancaire, vous savez comment ça marche, puis de l'autre, vous avez aussi une vision de transformation de la société. Ça rassure, ça, j'imagine. Oui, ça rassure. En fait, moi, ce qui me sert le plus, c'est que la boîte marche et que on arrive à aligner encore une fois la création d'emplois, le chiffre d'affaires et puis le fait de sauver des repas. Donc, si j'avais pas cette preuve économique, mathématique, ça marcherait pas. Moins crédible. Didier Pitlet, excusez-moi, vous avez fait de la psychologie parce que vous parlez du leader spirituel. Quand on va très très loin dans la notion de leader, on touche à des mots comme populiste, des mots qui sont très sensibles. Jusqu'où le leader il s'arrête? Jusqu'où à un moment donné le fait qu'on lui dise vous êtes vraiment un grand leader, on vous suit, on vous aime, ne provoque pas finalement un vrai danger aussi de donner autant de pouvoir entre les mains d'un homme qui pour autant peut avoir de très très belles idées, de très belles initiatives? C'est compliqué ça, le juste équilibre du leader. Parce que le mot leader, c'est un mot qui a souvent été dévoyé dans notre histoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le monde de l'entreprise, fort heureusement, et l'exemple de Jean est un bon exemple, il y a des garde-fous. Heureusement. C'est qui? C'est l'ami qui dit attends, redescends un tout petit peu, t'es un bon leader, mais faut respire. Ça peut déjà être les collaborateurs. Parce que la performance, elle ne marche que si les collaborateurs adhèrent. Donc, le récit, ce qui est formidable dans ce que Jean, et c'est pour ça que nous, on l'a sélectionné, membre sélectionné pour son prix du leadership, c'est qu'il habite son projet. Or, c'est la base. Or, nous avons beaucoup trop de dirigeants qui s'estiment être des leaders qui ne sont habités que par le compte d'exploitation. Or, ce qui est très important, c'est d'habiter le projet que l'on partage. C'est vital d'avoir l'engagement des salariés, sinon on s'en sort pas. Sinon la boîte, elle périclite, on est d'accord. C'est essentiel. Voilà. C'est essentiel. Mais ça, on ne l'entendait pas il y a 20 ans, hein, si je peux me permettre. Hein. Oui, parce que, au moins, rien, on l'entend. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste aujourd'hui à la fin d'un modèle. Ça, c'est évident. L'engagement. Bien sûr. Et globalement, la vraie performance du leader, c'est sa capacité à entraîner. Parce que sa capacité à entraîner, eh bien, va naître évidemment du chiffre, de la réputation, de l'adhésion culturelle. C'est une forme de bien-être, vous y êtes bien, vous êtes d'accord? Et je donne la parole parce que j'ai une question concrète. Vous êtes d'accord? Ajouter deux choses là-dessus. Moi, je pense qu'avec le recul, il y a une chose qui m'aide, c'est mes choix de vie. Et le fait d'avoir abandonné un salaire confortable dans un CDI, dans une prison dorée, c'est un vrai choix radical et qui est concret. Et donc, j'ai divisé mon salaire par 3 ou par 4. Et donc, ça, mais vous ne regrettez pas? Parce que Jules, vous avez une belle croissance. Hein, à aucun moment, mais ça donne de la légitimité sur les choix de vie. Ça incarne un peu la chose. Exact. Et deuxième chose, pour rebondir sur votre remarque, moi, il y a une phrase qui m'a toujours aidé, c'est sur la frontière entre le tyran et le leader, c'est tant que l'ego est au service du projet, c'est un démultiplicateur d'énergie et c'est un bon moteur, une bonne locomotive. Si le projet se met au service de l'ego du fondateur ou de la fondatrice, c'est là où tout bascule. Ça bascule. Donc là, il y a danger. Voilà. Enfin, c'est cette ligne de crête. Mais vous l'avez intégré en vous quand même, c'est intéressant. Vous savez qu'il ne faut pas dépasser, il faut rester dans une limite. Et c'est pour ça que je me permets qu'il n'y a pas de formation, après en parler, au leader. Je riais tout à l'heure. Soit tu fais un voyage avec toi-même, soit tu n'es que l'ombre de toi-même. Mais Marie Humblot-Ferrero, au BCG, l'ordonnance, si je peux me permettre, le docteur Humblot-Ferrero, il dit quoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, vous l'avez remis, les entreprises l'ont lu, les acteurs l'ont lu, tout le monde s'est dit c'est formidable, donc il faut être beaucoup plus sympathique et en tout cas ouvert et humain. Bon, très bien. Concrètement, parce que il faut le faire descendre maintenant. Avant de rentrer dans qu'est-ce qu'on peut faire, je voudrais redire, les demandes, ce ne sont pas de leaders gentils et sympathiques. Ouais, gentil, c'est de la considération, de l'écoute et du développement personnel. Donc en fait, on veut un
bon leader plutôt qu'un leader bon, pardon de l'expression. Et les gens ne sont pas dupes, vous parliez de populisme. En fait, les collaborateurs savent très bien qu'une entreprise doit délivrer un chiffre, doit être performante, sinon ils n'ont plus de job à terme. C'est la raison d'être. Voilà. Et en revanche, ce qu'ils demandent, c'est d'être engagé. Quand il y a une raison d'être dans l'entreprise, on peut avoir jusqu'à 2,5 fois de plus de productivité, en fait, parce que les gens sont plus engagés. Ils y croient. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est être considérés pour pouvoir amener leur plein potentiel. C'est être développés pour amener leur plein potentiel. Et c'est vrai qu'on nous dit beaucoup, il y a 10% qui pensent que c'est inné. Moi, je pense que il y a des profils peut-être, il y a des paramètres, mais qu'il faut nourrir. Et vous l'avez dit avec vos frères et sœurs, l'éducation nourrit en fait le développement de certains traits de leadership. L'école, le travail en équipe. Les ruptures, je quitte la banque pour quelque chose à risque et moins rémunéré, ça veut dire que ses collaborateurs disent il prend ce risque, il assume sa philosophie. Exactement. Et donc dans l'entreprise, quand même, les DRH ont un rôle à jouer. Les leaders eux-mêmes, en tant que mentors, ont un rôle à jouer pour porter en fait et développer et faire expérimenter à d'autres un certain nombre de choses. Ça se termine, c'est un débat passionnant, mais avec l'exemple du PDG de Danone, vous nous dites on change le monde et en même temps cet exemple nous dit exactement l'inverse. Oui. Donc j'arrive pas à savoir, qu'est-ce que vous en pensez? On change vraiment de monde? Qu'on va avoir de fait des soubresauts. Danone est un soubresaut, bien évidemment, mais le monde de demain, il existe déjà avec les nouvelles générations. Je veux dire, quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, il ne rentre pas dans ce moule-là, très clairement. Parce que mais par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez à juste titre, c'est que l'entreprise est et doit rester un lieu d'exigence. La seule chose, c'est que ça devient aussi un lieu de réciprocité. Et ça change tout. C'est ça le nouveau mot, c'est la réciprocité. La considération, c'est la notion de réciprocité. Exactement. Considérer mon action comme un élément important à votre richesse et au développement de l'entreprise. Et ça manque aujourd'hui dans l'entreprise. Vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. Vous l'avez le petit mot parfois, excusez-moi, du leader. C'est vraiment bien ce que tu viens de faire. Voilà, ça c'est utile, on avance. Oui, on le fait, bien sûr. On fait ça à l'équipe. Vous dites on le fait, vous dites pas je le fais. On le fait parce qu'il y a toute une équipe de management à côté de moi, j'en ai pas tout seul. Bien sûr. On n'a pas tout le mérite. Mais oui, et pour revenir sur Danone et le cas Emmanuel Faber, je pense qu'il a fait le plus dur. C'est-à-dire que c'était le time to market, comme on dit dans les startups, était peut-être un tout petit peu trop tôt, mais en tout cas, il a porté ses sujets au plus haut niveau et il a montré la voie et ça donnera envie forcément à d'autres. Donc voilà, le plus dur, c'est d'avoir le premier, mais si ça va pas au bout, derrière, ça impulse une direction. Merci Jean Moreau. Phoenix, très belle entreprise. On récupère les invendus. Il y a tout un travail qui se fait en France et en Europe avec une plateforme. Vous pouvez aller jeter un œil. Et puis vous êtes une très belle entreprise. J'ai vu que vous arriviez en 11e position dans le palmarès 2021 des 500 champions de la croissance. Donc vous réussissez à marier finalement votre philosophie, la croissance et puis la création d'emplois parce que votre boîte, elle cartonne. Le BCG, c'est à lire sur le site du BCG, évidemment. Merci Marie Imblot-Ferrero. Je vous ai appelé docteur, vous n'êtes pas docteur, bien sûr. Associée directrice générale du Boston Consulting Group, à lire et à méditer, parce que c'est un travail de longue haleine, ce dont on est en train de parler. Didier Pitlet, merci de nous avoir éclairé. La révolution du non, c'est votre livre chez Erol, et puis ce prix que vous avez remis, fondateur de la Maison Enoch et président du Cercle du Leadership. Est-ce que je n'ai pas été complet, parce que vous avez beaucoup de casquettes.